Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Dans une dizaine de minutes, nous nous intéresserons à nous. On s'est demandé si les vacances étaient une bonne période pour se reprendre en main, changer notre alimentation, notre façon de nous nourrir, mais aussi de profiter de ce temps libre pour nous mettre au sport et pourquoi pas, puisque nous sommes en montagne, sur les bienfaits de l'activité physique en altitude. Pour m'accompagner dans cette émission, Vincent Templard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises de santé innovantes à Grenoble et en Isère. Et comme tous les mois, vous intervenez dès que vous le souhaitez pour apporter votre expertise. Mais pour l'heure, on ouvre une page innovation dans laquelle il va être question d'un robot chirurgien du genou. C'est une première en France. Le 29 mai dernier, au CHU Grenoble-Alpes, un robot du nom de Mako était utilisé pour installer une prothèse de genou. Une opération dans le cadre d'une étude universitaire qui s'était déjà pratiquée au Luxembourg. Charlotte Faulkner était au bloc opératoire. Attention, certaines images de ce reportage peuvent choquer les plus sensibles. Une précision au degré et au millimètre près, le tout en 3D, voilà les performances du robot Mako, prêté par la société Stryker dans le cadre d'une étude internationale. Le robot permet d'ajuster la prothèse du genou dans la meilleure position. Après avoir ouvert le genou, le chirurgien prend des repères qui servent d'indication pour le robot, qui vient ensuite scier dans l'os pour placer la prothèse. Le robot, c'est un robot qui n'est pas comme les robots qu'on peut avoir à connaître, tel le Da Vinci. C'est pas un robot qui est téléopéré, mais là, c'est un robot qui va agir avec le chirurgien. Donc, on a un retour de force. Le robot va venir nous bloquer si on veut aller trop loin. Il va nous orienter dans les 3 plans de l'espace, ce qui fait qu'on a un mouvement qui est contraint dans un seul plan et on ne peut pas faire d'erreur ou de mauvaises manœuvres. Hormis la fiabilité de Mako, la pose de prothèse avec robot comporte plusieurs avantages pour le patient. Si on a un geste qui est plus sûr, où on tire moins sur les muscles, il va avoir un confort chirurgical plus grand après l'intervention. Et puis surtout, il va avoir une prothèse qui va lui permettre d'avoir la meilleure durée de vie possible. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est-à-dire de ne pas avoir à changer trop tôt cette prothèse et qu'elle ne s'use pas trop vite. Si elle est mal positionnée, c'est le risque. Le CHU Grenoble-Alpes est le premier centre en France à utiliser ce robot. Et si la société Stryker l'a choisi pour cette étude internationale, c'est que le CHU a une compétence importante dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur, et ce depuis de nombreuses années. On a été les premiers à mettre en place une prothèse de genou assistée par ordinateur le 21 janvier 1997, donc ça fait 21 ans. Donc on a développé un système de guidage du chirurgien péropératoire comme un GPS. Et puis l'évolution maintenant a tendance à se faire vers le robot, tel que le Mako que vous avez vu, combine à la fois la navigation, donc un système qui était passif à l'époque, avec un système actif qui est le robot qui va faire les coupes pendant l'intervention chirurgicale pour pouvoir mettre en place la prothèse. L'étude devrait durer 1 an à 1 an et demi. Une 60aine d'interventions sont prévues avec le robot Mako avant la fin de l'année. À terme, si le CHU voulait conserver le robot, le budget serait conséquent puisqu'il coûte 1 500 000 €. Alors Vincent, on parle régulièrement dans cette émission des robots au service de la chirurgie. Ils sont devenus incontournables. Ils sont devenus incontournables sous différentes formes, effectivement, que ce soit une assistance aux chirurgiens ou des robots, comme c'était mentionné, Da Vinci, beaucoup plus autonomes. Ça permet effectivement de mieux guider en définitive le geste du chirurgien. Il était mentionné dans le reportage le fait qu'il y avait une plus longue durée de vie de la prothèse, mais c'est aussi une meilleure en définitive rétablissement du patient après l'opération, avec des opérations qui sont en définitive, j'allais dire moins lourdes, mais parfois mini-invasives. Voilà. Donc voilà, le rétablissement est plus petit, le rétablissement est moins long, puisque effectivement c'est moins invasif. Il y a beaucoup d'entreprises dans la région qui... Alors il y a un pôle important effectivement en Isère d'entreprises dans ce que l'on appelle la GMCAO, c'est-à-dire les gestes médicaux chirurgicaux assistés par ordinateur.
avec notamment les équipes d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire TIMC, laboratoire commun de l'université et du CHU. Et un certain nombre d'entreprises sont issues de ce laboratoire et développent des instruments effectivement d'aide chirurgicaux, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en orthopédie, que ce soit aussi pour le traitement de la prostate, que ce soit des os ou des viscères. Voilà. Coelis, Endocontrol, il y a pas mal d'entreprises. Oui. C'est un pôle important et probablement Grenoble est leader. C'est pas probablement, Grenoble est leader dans ce domaine-là en France. Et puis d'avoir le CHU à proximité, ça permet aussi de faire des tests, entre guillemets. C'est effectivement un aspect extrêmement important. C'est-à-dire que tous ces développements de ces entreprises proviennent généralement de collaborations où le chirurgien est aussi à l'initiative ou suggère des idées d'amélioration de besoins en définitive. Et ce sont toujours des projets qui sont montés entre des ingénieurs, des chirurgiens et qui permettent de développer des entreprises à partir d'une idée, d'un besoin qui a été généré par le chirurgien. On en verra encore certainement dans les prochains mois. Alors, il n'existe pas encore de robot pour nous passer la crème dans le dos ou la pommade. Ce n'est pas une raison pour ne pas se protéger contre les rayons du soleil. On voit ça tout de suite. L'exposition trop importante au soleil pendant l'enfance ou l'adolescence augmenterait le risque de mélanome de 80%. Un chiffre qui peut faire réfléchir à l'heure où vous vous apprêtez peut-être à profiter des vacances pour aller exposer une partie de votre anatomie aux rayons UVA et UVB du soleil. L'incidence du mélanome double tous les ans depuis 45 ans dans la plupart des pays. Voyez ce reportage d'Olivier Escalon. La peau est l'organe humain le plus important en termes de surface. Elle protège le corps des infections et des UV, elle facilite le contrôle de la température corporelle et l'élimination des déchets organiques par la transpiration, elle synthétise la vitamine D et stocke les réserves d'eau et de graisse. Mais cet organe peut également être le terreau de tumeurs cutanées, la forme de cancer la plus fréquente chez l'homme. Le plus souvent, c'est l'exposition au soleil qui est la principale responsable. Et tu le prends beaucoup toi le soleil ? Assez, oui. Ouais, tu te protèges ? Non. Non. Et petit, tes parents t'ont protégé ? Pas toujours. Pas toujours. Alors on va faire le tour de tes grains de beauté. Les dermatologues sont constamment en alerte, la moindre consultation est l'occasion d'une surveillance de grains de beauté en appliquant la fameuse règle ABCDE. A, c'est la symétrie. Un grain de beauté, normalement, il est symétrique. S'il n'est pas symétrique, il va nous attirer l'œil. B, c'est les bords. Les bords, ils doivent être réguliers sur un grain de beauté. C, c'est la couleur. Un grain de beauté, il doit être de couleur homogène. Une couleur, voire deux, mais pas plein de couleurs. D, c'est le diamètre. En principe, au-delà de 5 mm de diamètre, bien qu'on trouve des petits de 3-4 mm de diamètre en mélanome. Et E, c'est l'évolution, c'est-à-dire quelque chose qui grossit relativement vite. Donc après, on regarde s'il est symétrique. Par exemple, sur celui-ci, vous voyez, il est homogène en couleur, symétrique, les contours sont réguliers, non évolutifs. On est sur un évus, donc un grain de beauté normal. Il existe 3 grands types de cancer de la peau. Le carcinome basocellulaire est le plus fréquent mais le moins dangereux. Il ne se propage généralement pas mais nécessite un traitement. Le carcinome épidermoïde est invasif. Il apparaît le plus souvent chez les personnes à peau claire de plus de 60 ans. S'il n'est pas traité de manière adéquate, il peut constituer une menace vitale. Plus rare, le mélanome est la forme la plus agressive. La tumeur se développe sur les cellules responsables de la pigmentation, à la base de l'épiderme et peut se propager rapidement à d'autres parties du corps. Détecté trop tard, il peut être mortel. Avec l'évolution des pratiques de loisirs et les expositions prolongées au soleil, ces 3 formes sont en pleine explosion. En France, on dénombre 365 000 nouveaux cas chaque année. C'est une évolution qui est galopante. Quand je me suis installée il y a 27 ans, je voyais un carcinome par mois à peu près. Maintenant, j'en vois un par jour. Tous les jours, on a un carcinome, la plupart du temps un épithélioma basocellulaire, un carcinome basocellulaire. Alors que les épithermoïdes, on va en trouver 2 ou 3 par mois, alors qu'autrefois, j'en trouvais un tous les 2-3 mois. Dans tous les cas, la chirurgie est le traitement prioritaire. L'exérèse consiste à retirer la tumeur et la peau alentour en respectant des marges latérales et de profondeur qui varient en fonction des caractéristiques du cancer. Ici au CHU, cette patiente subit l'exérèse d'un carcinome basocellulaire, la forme la moins grave du cancer de la peau. Réalisée sous anesthésie locale, l'opération dure moins d'1 heure.
Lorsque l'on ne peut plus opérer parce que la maladie dissémine ailleurs, comme cela peut être le cas pour un mélanome, on a recours à de nouvelles classes de médicaments qui représentent l'espoir de la profession. Donc ces nouvelles molécules, il y en a 2 grandes catégories, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. C'est des équivalents de chimiothérapie donc, qui ciblent certaines voies spéciales, donc des cellules cancéreuses. Et l'autre grand pan donc, de nouvelles thérapeutiques, de nouveaux traitements, c'est ce qu'on appelle les immunothérapies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les mélanomes métastatiques, on arrive à contrôler ces maladies de façon beaucoup plus adaptée et ça permet donc aux gens des survies plus importantes grâce à ces 2 grandes nouvelles classes de traitements. En 2012, 11 176 nouveaux cas de mélanome cutané étaient détectés. La même année, ils tuaient 1672 personnes. L'occasion d'une petite piqûre de rappel pour cet été. Utilisez une crème de protection d'indice supérieur à 30 et évitez de vous exposer au soleil entre midi et 16h, même si vous faites du sport en montagne, comme on va le voir dans un instant. De retour dans Check-up pour parler de bien-être, de comportement alimentaire et d'activité physique pendant les vacances et plus si affinité, tant qu'à faire. 2 invités nous ont rejoints, je vous les présente dans un instant. Vincent Templard, président de Medicalps, est toujours avec moi et je salue Marilyn Paoli Didri. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes diététicienne, comportementaliste et psychosomatothérapeute. Vous avez créé il y a peu à Grenoble, en compagnie d'autres praticiens, un centre psycho-alimentation. À vos côtés, Samuel Vergès. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes vous physiologiste, chercheur à l'INSERM, installé au laboratoire HP2 à l'université Grenoble-Alpes. Votre domaine de prédilection, c'est l'hypoxie. Vous nous expliquerez dans quelques minutes de quoi il s'agit. Et puis vous êtes également l'auteur d'un ouvrage au titre évocateur, Activité physique, supplice ou délice, aux éditions Le Muscadier. Mais on va débuter avec vous, Marilyn Paoli Didri. Alors j'ai remarqué sur tous les magazines en ce moment, il y a des filles en maillot de bain bien plus jeunes que moi. Bon, ça je peux pas y faire grand chose, bien plus minces aussi. Alors je me disais que j'avais encore un peu de temps pour faire un régime avant les vacances. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est tentant. Hein. Je crois que les magazines, ils savent bien faire ce genre de choses. Alors, le régime en soi, est-ce que c'est une bonne idée ? Eh bien, le problème du régime, c'est qu'on va perdre du poids si on s'attelle à ce qui nous est recommandé. Mais le grand risque, c'est de reprendre du poids. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Et au départ, il y a toujours des petits régimes de 3-4 kilos. Et puis, chaque année, on fait la petite perte de 3-4 kilos. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ces 3-4 kilos, ils s'accumulent. Et du coup, on n'est plus à 3-4, c'est-à-dire qu'on perd du poids. Mais en plus, on va reprendre du poids et on va en prendre plus que ce qu'on a perdu au départ, ce qu'on a perdu au départ. Parce que ce régime, il crée la frustration. Exactement. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les régimes, au départ, on est vraiment dans la restriction. C'est-à-dire que le principe, c'est de faire attention mentalement à ce qu'on mange. Donc, faire attention à ce qu'on mange, c'est forcément se dire, voilà, il y a certains aliments que je ne dois pas manger, je ne dois pas faire ceci. Alors, évidemment, tous ceux qu'on incrimine la plupart du temps, ce sont les aliments sucrés. Voilà, et notamment en période estivale, ça va être toutes les glaces. Voilà, ce sont ces aliments-là. Et puis, donc, du coup, on va créer une frustration. Et le principe de la frustration, c'est simple, c'est que ça fait augmenter l'envie. Donc, on est pris dans un piège où, justement, on se dit, voilà, il ne faut pas que j'en mange, mais à chaque fois, on est exposé. Et quand on est exposé, du coup, on augmente l'envie. Et à cause de ça, eh bien, du coup, arrive à un moment donné où on ne peut plus. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit tenté à plusieurs reprises. Il suffit qu'on soit fatigué ce jour-là. Voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de cause. Et là, on va perdre le contrôle et on va commencer vraiment à manger et avoir du mal à s'arrêter. Donc ça, c'est le principe du régime. Le problème, c'est que la conséquence, on pourrait s'arrêter là et puis dire, bon, ok, j'ai trop mangé, c'est pas très grave. Et en fait, la conséquence, c'est que ça va entraîner de la culpabilité. Et la culpabilité, elle a, pour conséquence de faire manger plus. Parce qu'on se dit, de toute façon, au point où j'en suis, autant tout manger. Un peu plus, un peu moins. Voilà, ça change rien. Hein. Et puis, une fois qu'on en est là, on se dit, bon,
Ok, très bien, on va finir le paquet, comme ça c'est réglé. Et on est vraiment mal, évidemment, dans ces positionnements-là. Et on cherche absolument une solution et on va se dire, très bien, promis, demain j'arrête. Et ça, c'est le principe, je dirais, du craquage suite à un régime. Et donc, c'est très dangereux parce que, alors, on va être très content, on aura peut-être perdu 3-4 kilos au moment estival. Donc là, c'est super. Mais les conséquences, quand on va rentrer à la maison, quand on va reprendre le stress, quand on va reprendre la gestion, je dirais, des enfants, du travail, etc., eh ben, voilà, on est complètement débordé. Alors, est-ce que justement, l'été, où on lève un peu le pied, on peut essayer de prendre un peu soin de soi. Oui. Est-ce que l'été, ça peut être une bonne période pour, pas faire un régime, mais réfléchir à son comportement alimentaire? Complètement. Je crois que vraiment, le principe, c'est d'arriver à être en paix avec son alimentation. Et ça passe par un soin de soi, forcément. On n'est pas des machines, donc on a besoin d'avoir un soin vis-à-vis de soi. Et manger, c'est une hygiène de vie. Qui n'est pas que alimentaire, que l'aliment, mais aussi la relation que l'on a à soi et avec l'aliment. Donc l'été, c'est le moment où justement on peut relâcher, on peut se détendre, on peut respirer, souffler, prendre le temps. Et dans le travail justement que je propose au niveau comportemental, c'est ça qu'on apprend, c'est-à-dire à quel moment j'ai faim? Est-ce que je peux ressentir avec mon corps? En fait, c'est ressentir avec son corps. Est-ce que j'ai faim? C'est quoi la faim? Parce que beaucoup croient avoir faim, mais finalement, c'est des habitudes. Mais réellement, dans mon corps, qu'est-ce que je sens? Ma satiété aussi. À quel moment je n'ai plus faim? De quoi j'ai envie? Voilà. Sans être dans forcément une restriction. Et je pense que l'été, c'est vraiment le moment où on peut se poser et se dire « Ok, très bien. Là, qu'est-ce qui me fait plaisir ?» Mais sans restriction. Parce qu'évidemment, la restriction, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça augmente l'envie de manger et donc, du coup, une reprise de poids. Donc, vraiment, c'est un instant où on peut se poser, on peut réfléchir sur soi, prendre le temps, respirer et puis dire « Ok, je vais pouvoir... justement m'alimenter en fonction de mes propres besoins et de ce que me dit mon corps. » Et prendre le temps également de manger, d'y réfléchir et après, pendant l'acte, si j'ose dire, prendre le temps. Oui, de savourer. Vraiment. Le problème, quand on a de la culpabilité, on ne savoure pas. C'est bien pour ça. C'est-à-dire que la culpabilité, en fait, elle empêche le désir. Elle empêche le plaisir, surtout. Et ce qui fait que, c'est vraiment important de sortir des régimes. Parce que revenir dans une relation à l'alimentation et avec soi, c'est justement prendre le temps et prendre du plaisir. C'est-à-dire que plus on a de plaisir par bouchée, moins on a de bouchées, clairement. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que on est vraiment enclin avec ce plaisir à soi-même. Mais chaque modèle, il n'y a pas un modèle unique. C'est différent pour chaque personne. Par rapport au travail comportemental, oui, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Parce que le travail du comportement, il est aussi relatif à la relation, donc, à la psyché. Voilà, et le rapport à son corps aussi. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une grande problématique, puisque très souvent, on est coupé du corps. Hein, quand on veut faire des régimes, on utilise notre corps comme un objet, et plus du tout comme un lien, comme une unité avec soi. Alors, comme un allié. Ouais. C'est souvent un ennemi, d'ailleurs. Il peut y avoir donc la pression des magazines sur le corps, la pression médiatique, la pression familiale aussi. Et puis, il y a aussi une pression sociale des repas. On nous a dit qu'il fallait avoir 3 repas par jour, que le petit déjeuner, c'était très important. On ne pouvait pas y couper. En fait, si, on peut. En fait, je crois que la question principale, c'est est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai faim ? Alors, est-ce que j'ai faim ? Forcément, si le matin, je me lève et que je n'ai pas faim, quel est l'intérêt pour moi de manger ? Bon. Par contre, ce qui est important, c'est pas de sauter des repas dans le but de dire je vais sauter des repas, comme ça je vais perdre du poids. Non, non, c'est vraiment être dans l'écoute de soi, c'est dire si vous avez mangé un repas la veille, vous étiez avec des amis, vous avez fait un barbecue, en ce moment c'est les barbecues, et que vous avez mangé un peu trop, vous êtes fait prendre dans le système, ça arrive à tout le monde, il n'y a rien de mal à ça. Le lendemain matin, généralement, vous n'avez pas très faim, puisque vous avez quand même augmenté le quota. Donc c'est quand même assez juste vis-à-vis de son corps de dire non, là j'ai pas faim, donc voilà, je vais m'hydrater parce que c'est important de s'hydrater, c'est vraiment essentiel pour le corps. Et puis de dire je vais attendre et de voir quand est-ce que j'aurai faim. Et très souvent, quand on attend, oui, on peut facilement attendre le repas du midi. Mais l'idée, c'est quand même de savoir
comment est sa faim, voilà, qui je suis et comment je fonctionne. C'est ça le principe. Mais est-ce que ça peut s'appliquer pour des enfants? Moi, mes enfants, j'ai envie qu'ils mangent à heure fixe, et 6 mois, je change d'avis. Ils vont me dire, mais toi, tu fais ce que tu veux, pourquoi nous, on n'a pas le droit de le faire? Ah oui, la difficulté, c'est que là, il y a une question d'image, de mère parfaite ou de père parfait. Il y a un cadre sociétal, de toute façon. Ce qu'on apprend à nos enfants, c'est d'être ensemble à table. En tout cas, dans notre culture à nous, c'est comme ça. Par contre, il est évident que, après, ça va dépendre aussi de la tranche d'âge. Ça, c'est vraiment important. Les ados, vous ne pourrez plus rien faire, c'est sûr. Ils sont perdus pour la science. Ils feront bien comme ils veulent. Les plus jeunes, voilà, ça va dépendre dans l'éducation, ce que vous souhaitez offrir en fait à vos enfants. Mais il est clair que le parent, il est aussi porteur d'un comportement vis-à-vis de l'alimentation. Donc, s'il mange et qu'il se force, forcément, l'enfant, il va le sentir, ça. Et quel sens ça a, en fait, de se forcer? Par contre, voilà, il y a quand même l'idée de dire à son enfant, on se met tous ensemble à table, tu goûtes, tu n'es pas obligé de tout manger, mais de goûter au moins ce qu'il en est, prends quand même un petit quelque chose, et puis c'est tout. Mais qui puisse respecter, lui, sa propre faim. Parce que souvent, il y a des parents qui sont très inquiets et qui vont obliger leur enfant à manger. Sauf que l'enfant, lui, il va se dire, OK, mais moi, j'ai pas faim. J'en veux pas, en fait, j'ai pas faim. Et le parent, lui, va dire, mais si, mange, comme s'il savait mieux que lui. Mais en fait, l'enfant, il connaît très bien son corps, sauf que, bien sûr, il ne le mentalise pas, mais il sait très bien quels sont ses besoins. Et c'est important de faire confiance à l'enfant, tout en étant, bien sûr, s'il part à l'école et qu'il n'y a vraiment rien, lui dire, quand même un petit truc, parce que là, pendant 4 heures, tu vas pas manger. Voilà, mais juste dans la surveillance et pas dans l'obligation ou finis ton assiette, ou voilà. Toutes ces injonctions parentales qui parfois sont difficiles et qu'en tant qu'adulte, on garde. Comment faire pour maintenir ce comportement après les vacances? Est-ce qu'il y a un secret? Je crois que quand on travaille sur le comportement et qu'on est vraiment dans la relation à soi, on le maintient, ce comportement. On le maintient, forcément, on va le maintenir. Après, on n'est pas... je dirais, il suffit qu'il y ait une pression, comme je disais tout à l'heure, par rapport au travail, à la gestion des enfants, le surmenage. Donc forcément, des fois, on peut avoir des déviances alimentaires, mais ça, c'est pas très grave. Le tout, c'est à un moment donné de revenir et dire, OK, comment je me sens? En fait, il ne faut pas se couper de son corps, il ne faut pas se quitter soi. C'est important. Et si on a engagé ce travail au niveau du comportement, ça va perdurer. C'est ça l'avantage. Alors que les régimes, ça perdure jamais. Et puis ça amplifie, je dirais, la catastrophe. Et vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui ont fait des régimes et qui viennent vous voir et qui vous disent ça marche pas. Oui. Mais je savais, il fallait bien voir avant. Non, je leur dis pas ça parce qu'ils sont... évidemment, on croit tous au miracle. On aimerait que, voilà, quand on n'est pas bien dans son corps, c'est tellement difficile d'être dans son corps en surpoids. Enfin, voilà, la chaleur à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, vraiment, c'est difficile. Donc forcément, ils ont envie de quelque chose qui agisse rapidement. Donc travailler sur le comportement, c'est pas... voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est vraiment un travail sur soi, une implication. C'est pas comme les régimes où vous pouvez perdre 3 kilos si vous mangez plus. Là, le principe du travail du comportement, c'est de continuer à manger tout en se faisant plaisir. Mais les patients, quand ils ont compris ça et que vraiment ils sont en lien, ils se disent mais pourquoi on me l'a pas dit avant? Pourquoi on me l'a pas dit avant? Et ça, c'est pour eux vraiment quelque chose d'important et d'un soulagement. Vraiment d'un soulagement parce qu'ils vivent leur vie sans plus poser de questions au niveau alimentaire. C'est fini. Voilà, toutes ces questions, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Oh, j'aurais pas dû manger ça. Ou c'est terminé quand on travaille sur le comportement. Donc les émotions jouent un grand rôle évidemment dans tout ça. Bien sûr. Oui, tout à fait. L'aliment a quand même un rôle de réconfort très important. L'idée, c'est pas de le bannir, hein, c'est juste d'en avoir conscience. Et puis de voir à quel point il peut avoir ce rôle de réconfort. Est-ce qu'on peut justement, au lieu d'avoir je dirais un frigo alimentaire, est-ce qu'on pourrait avoir un frigo émotionnel dans lequel on pourrait mettre justement, tiens, quand j'ai une émotion, au lieu de manger, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce qui me plairait de faire? Voilà. Après, il y a des émotions qui sont tellement envahissantes, les personnes n'arrivent pas à faire autre chose. Mais du coup, on va aller voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire psychiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a créé cette émotion? Donc l'alimentation, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt.
C'est un peu ça. Mais derrière, il y a plein de choses. Alors, puisque l'on parle d'émotion, je vous propose à présent de faire une petite pause direction le plateau du Vercors. C'est à Autran-Méaudre que Deva prépare des élixirs floraux pour harmoniser nos émotions dans la tradition des fleurs de Bach. Comme vous l'avez dit, l'été, c'est le moment de lâcher prise. C'est un reportage de Charlotte Faulkner. C'est sur les hauteurs d'Autran que se trouvent certaines fleurs du Dr Bach. En 1928, il met au point une technique utilisant les plantes pour rééquilibrer les émotions. Au total, 38 fleurs comme l'églantier ou encore l'aquilée. En France, Deva est la seule entreprise à perpétuer cette technique. Bach disait que pour faire un élixir mère, il fallait avoir de bonnes chaussures et un bon sac à dos. Donc c'est en apparence très simple. Ce qui est plus complexe, c'est le moment de choisir le bon moment pour la préparation de l'élixir mère, parce que ça demande beaucoup de disponibilité pour observer la fleur, pour l'accueillir quand elle est prête à être cueillie, et non pas quand le préparateur cueilleur est lui disponible. Une fois l'élixir mère préparé sur le terrain, il est stocké dans une pièce à l'abri de la lumière pour ensuite être préparé dans le laboratoire. Ensuite, ici, les préparatrices font une dilution de cet élixir mère donc dans des flacons. Donc on a des flaconnages de 10 ml et 30 ml. Et elles diluent donc cet élixir mère dans un mélange pour moitié d'eau et de cognac biologique, puisque nous sommes donc certifiés en bio par EcoCert. En plus des fleurs de Bach, Deva possède également 96 autres élixirs floraux, une thérapie qui séduit à tous les âges. Non seulement c'est toute génération, mais les effets des élixirs floraux chez les enfants sont extrêmement rapides. Ça surprend tous les professionnels de la santé de voir comment les enfants réagissent rapidement dans un délai extrêmement court pour rééquilibrer, rétablir un déséquilibre, transformer un handicap émotionnel en force avec la prise des élixirs floraux. Fondée en 1986, Deva travaille aujourd'hui avec près de 1000 pharmacies, 500 magasins bio et plus de 20 000 clients. Et le laboratoire ouvre ses portes au public pendant les vacances scolaires pour faire découvrir son activité. Ça peut par exemple se faire lors d'une halte pendant un trail dans le Vercors. Samuel Vergès, je rappelle que vous êtes logiste. Voilà, physiologiste, c'est bien physiologiste. Vous vous intéressez aux conséquences de l'activité sportive sur notre corps et notre cerveau. Vous êtes l'auteur d'un livre, Activité physique, supplice ou délice. Même question que pour votre comparse. Est-ce que les vacances sont propices pour se mettre au sport ? Oui, les vacances comme à peu près tous les moments de l'année, mais c'est vrai qu'il y a souvent un problème de temps dans nos sociétés, dans nos rythmes. Et là, les vacances, ça peut être l'occasion de se remettre en route en termes d'activité physique, sans même parler de grands sports, mais déjà d'activité physique, de marcher, de se déplacer sans moteur. Donc oui, les vacances, ça peut être l'occasion tout à fait de relancer son activité physique. Qu'est-ce qu'il faut éviter ? L'excès, comme en toute chose ? Oui, vous l'avez dit, à la fois le manque total d'activité physique est un problème, l'excès peut aussi le devenir, je dirais surtout le manque de progression, parce que il y a des sportifs qui font beaucoup d'activité physique et de sport, mais ils l'ont fait progressivement à travers leur vie, et puis chaque année progressivement. Donc ce qui peut être dangereux pour quelqu'un qui n'en fait pas du tout, c'est d'en faire beaucoup d'un coup. Donc c'est la progressivité surtout qui est clé. Ouais. Combien de temps doit durer l'activité physique au maximum par jour ? Ça dépend des... Alors oui, c'est surtout un minimum déjà dont on pourrait parler. C'est vrai qu'il est conseillé d'avoir une trentaine de minutes d'activité physique active, de marche active, de marche rapide, qui peuvent être fractionnées d'ailleurs dans la journée. C'est-à-dire que ça peut être 10 minutes pour aller prendre le bus, ça peut être ensuite quelques montées d'escalier dans la journée, etc. Donc une bonne trentaine de minutes d'activité un petit peu soutenue, disons, par jour. Pour la santé, ça fait déjà une différence énorme. Alors le sport qui est à la cote en ce moment, c'est le trail. Est-ce que tout le monde peut s'y mettre ? Alors voilà, il faut voir de quoi l'on parle en termes de trail. Donc le trail, ça peut être se déplacer, disons, ça peut être défini comme se déplacer en milieu
tout terrain, sentiers, chemins et éventuellement avec un peu de dénivelé, collines, montagnes. Ça, finalement, quand on fait de la randonnée, on fait un petit peu de trail, sauf qu'on le fait en marchant. Et puis ensuite, on peut le faire en trottinant, dans les parties plates ou descendantes. Là aussi, c'est une histoire de progressivité, en fait. Et puis, on va faire de plus en plus de dénivelé, éventuellement de plus en plus de distance. On va éventuellement aussi utiliser des éléments assez clés pour la santé que sont les bâtons. Alors, on va pouvoir se rapprocher de ce que l'on appelle la marche nordique, par exemple, qui est adapté, ces bâtons qui sont adaptés pour le trail en conditions de montagne. Donc, je dirais que le trail, oui, c'est une discipline qui est intéressante en termes d'activité physique, qui est accessible à peu près à tous. Encore une fois, quand on sort de la route et qu'on s'engage sur un petit chemin, on commence à faire du trail, même en marchant. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il y a aussi un versant plus extrême avec des très longues courses, etc. Alors justement, selon une récente étude OpinionWay, 28% des Français envisagent des vacances en altitude cet été. Ils ne feront peut-être pas tous du trail, mais en matière de course un peu plus ultra, on peut citer l'UT4M, l'Ultra Tour des 4 Massifs, qui a lieu chaque année autour de Grenoble. Plusieurs parcours. On peut commencer avec un des parcours, si on s'est entraîné Complètement. Donc, c'est vrai que c'est une des caractéristiques de cet ultra-trail des 4 montagnes à Grenoble que de proposer des distances très variées de 10 à 160. Donc, de fait, il y en a à peu près de 10 à 160 km. Donc, il y en a à peu près pour tous les goûts, les niveaux. Bien sûr qu'il vaut mieux progresser dans la distance qu'on choisit, commencer par les petites distances et puis envisager éventuellement à terme une très grande distance. Donc oui, voilà, le choix de la distance, le choix du dénivelé va être clé dans ce genre de pratique sportive. Le maxi, vous le disiez, c'est 160 km. J'imagine que pendant les 160 km, ce n'est pas toujours une partie de plaisir, mais à quel moment on transforme la souffrance en plaisir? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est l'activité physique, il y a souvent un moment un peu plus difficile qu'un autre, ne serait-ce que le moment où il faut se dire qu'il faut y aller. Et puis, quand on en revient, c'est souvent quand même un plaisir déjà en soi. Et pendant l'activité physique en elle-même, c'est sûr qu'il y a des moments plus ou moins difficiles, mais cette gestion d'émotions pendant l'activité physique, je pense que c'est aussi une des caractéristiques et un des intérêts de l'activité physique. Le bénéfice, je dirais, psychologique, cérébral, qu'on connaît nous au niveau physiologique, mais aussi psychologique, c'est un des bénéfices forts de l'activité physique. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Alors, d'un point de vue physiologique, parce que moi je suis physiologiste, donc je regarde le sang circuler, etc. Et de fait, quand on fait de l'activité physique, l'irrigation sanguine du sang augmente, l'activité de certaines zones du cerveau augmente également. Et lorsque l'on fait cette activité physique régulièrement, eh bien, le cerveau, comme le muscle, je dirais, aussi bien on comprend que le muscle va s'adapter à l'activité physique régulière, mais on observe aussi des vraies adaptations au niveau du cerveau en réponse à l'activité physique, à tel point que l'activité physique est recommandée pour prévenir, voire pour traiter certaines pathologies cérébrales également. Les concurrents de l'UT4M ont le droit de faire des pauses. Il y a des kinés qui viennent les aider. Qu'est-ce qu'ils font pour les aider, ces kinés? Alors, voilà, en particulier au niveau musculaire, ostéo-articulaire, le trail, c'est relativement sollicitant. C'est pour ça que c'est intéressant, mais c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des douleurs. Voilà. Et donc, les kinés sont typiquement focalisés sur ces douleurs musculaires, problèmes ostéo-articulaires que l'on peut avoir, ou tout simplement, ils sont là pour favoriser la récupération après la course ou au moment d'une pause. Ouais. Oh, il faut aussi penser à se ravitailler. Marilyn Paoli-Didry, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces sportifs dans ce genre d'effort? Pour ces sportifs-là, je dirais que c'est vraiment du cas par cas parce qu'il y a plein de troubles qui sont associés du fait des longues distances, donc des troubles digestifs. Il n'y a pas que le ravitaillement, parce que souvent on est basé que sur le ravitaillement, mais il y a quand même un gros entraînement au préalable. Et chaque sportif, en fait, doit se tester au niveau alimentaire pour justement arriver sur le terrain et avec les aliments qu'il connaît. Donc jamais d'aliments nouveaux, ça c'est évident. Donc il y a tout un avant, un pendant et un après aussi. Donc les boissons de l'effort et les barres diététiques sont les plus utilisées en effet au moment du ravitaillement et je dirais les pâtes de fruits ou autres. Mais ce qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment une saturation du goût parce qu'ils ont besoin de sucré pour refaire justement le glycogène dans leur corps. Et donc du coup, c'est d'alterner entre le sucré et le salé. C'est ce qu'il y a je dirais, de mieux pour eux. Mais je crois que chaque participant, enfin chaque sportif doit vraiment adapter son alimentation, ce qui lui est propre à lui-même.
Samuel Vergès, on l'a dit, vous êtes spécialiste de l'hypoxie. De quoi s'agit-il? Alors, hypoxie, on pourrait faire un petit jeu, mais on entend hypo qui est moins de disponibilité de différentes choses. Et dans la fin, oxy, on entend oxygène. Donc, l'hypoxie, c'est les situations où il y a moins d'oxygène disponible. Et donc ça peut exister sur notre planète, je dirais, lorsque l'on monte en altitude, du fait de la pression barométrique qui diminue et qui fait que la concentration en oxygène de l'air peu à peu diminue lorsque l'on monte en altitude, et ce, de façon proportionnelle au fur et à mesure que l'on s'élève à haute altitude. Et puis, il y a également en plaine, dans nos hôpitaux, comme à Grenoble, des patients qui sont dans un environnement où l'oxygène est disponible normalement, mais parce que leur système respiratoire ne fonctionne plus correctement, ne permet pas l'assimilation de l'oxygène correctement, vont eux aussi souffrir d'un manque d'oxygène du fait de leur pathologie. Alors vous travaillez avec les sportifs en altitude et les données que vous récoltez peuvent servir à ces personnes qui sont malades en plaine. Oui, complètement. Donc nous, on a, je dirais, la moitié de notre activité de recherche qui est chez le sujet sain ou sportif, par exemple en altitude. On utilise aussi le trail, par exemple, comme un modèle de fatigue musculaire. Donc on utilise le sport comme à la fois un moyen de compréhension du fonctionnement des sportifs, mais aussi comme un modèle pour ensuite appliquer cette connaissance au malade qui, lui, peut aussi être amené à être fatigué à l'effort, qui peut utiliser l'activité physique comme un traitement. Et puis ce manque d'oxygène, voilà la façon dont il touche l'alpiniste en altitude. Ça permet de mieux comprendre la façon dont il touche le malade au CHU de Grenoble, par exemple. Spontanément, on peut penser que l'hypoxie est plutôt négatif, un effet négatif sur le corps. Vous nous disiez en préparant cette émission que vous découvriez ou que vous étiez aperçu qu'elle avait en fait, dans un certain nombre de cas, dans une certaine limite, des effets positifs en définitive. Quels oui, sont-ils ? Tout à fait. Donc le manque d'oxygène, je dirais que le réflexe médical face à l'hypoxie et au manque d'oxygène, c'est de donner de l'oxygène en plus aux patients pour compenser ce manque d'oxygène. C'est vrai dans beaucoup de cas que le manque d'oxygène trop sévère va nuire au fonctionnement de l'organe et peut être fatal. Par contre, dans un certain nombre de situations, lorsque le manque d'oxygène est modéré, on pourrait le rattacher à l'altitude relativement modérée ou à élevée, autour de 3000, 4000 mètres d'altitude. Ces altitudes-là, ou ce niveau de manque d'oxygène-là, il permet à l'organisme de s'adapter, à y répondre, à développer des mécanismes qui lui permettent de tolérer ce manque d'oxygène. Et tous ces mécanismes qui se mettent en place au niveau de notre organisme pour tolérer, pour répondre à ce manque relativement modéré d'oxygène, ils vont ensuite, en fait, au total, améliorer notre état de santé, améliorer nos capacités fonctionnelles et nous rendre en meilleure santé. C'est des points que vous allez tenter d'approfondir lors du prochain UT4M. Vous allez mener une étude sur plusieurs concurrents. Oui, tout à fait. Donc, lors du prochain UT4M, on crée en fait une sorte de laboratoire à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on ouvre notre laboratoire sur cet événement sportif et donc on se déplace sur place au départ, à l'arrivée, pendant la course, pour mesurer la réaction des organismes qui courent en fonction de la distance, de 40 à 160 km. Et puis ensuite, plusieurs jours après l'arrivée, pour voir comment récupèrent les organismes en fonction qu'on est un homme, une femme, plus ou moins entraîné. Et cette compréhension des effets d'un événement sportif en termes de fatigue, par exemple, musculaire, cardiaque, etc., ça nous permet à la fois de mieux comprendre les limites de l'organisme d'un point de vue de la performance sportive, mais aussi de mieux comprendre, dans un certain nombre de cas, des mécanismes physiopathologiques, c'est-à-dire des mécanismes chez des malades que l'on a dans nos hôpitaux. Est-ce que vous-même, vous courez, vous, des ultras? Est-ce que vous allez vous inscrire pour cette UT4M-là avec bardé de capteurs? Oui, alors l'UT4M, j'ai déjà fait, mais là, je ne vais pas pouvoir tout faire à la fois. J'attendrai une semaine après pour un autre UT qui est l'UTMB. Oh, bah ça va, une petite course, hein, oui. Vincent, ça serait l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez trouver de plus que ce que vous avez déjà trouvé sur cette course? Donc là, une des spécificités, alors c'est vrai qu'on travaille sur l'altitude et sur les sportifs d'endurance depuis un certain nombre d'années. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment une course avec différentes distances, très accessible pour nous au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'on a le départ et l'arrivée des courses quasiment devant notre laboratoire, ce qui est assez unique, hein, c'est vraiment une des spécificités de l'UT4M. Et du coup, on peut vraiment mettre en place tout un tas de tests que d'habitude on ne peut pas amener sur le terrain lorsque la course est très loin de Grenoble. Du coup, à la fois la variété des courses, du coup la quantité de coureurs qu'on peut tester et puis le fait qu'on est quasiment en laboratoire mais à la fois sur le terrain fait qu'on va pouvoir décrire des éléments de la fatigue musculaire, de la fatigue cardiaque qui jusque-là sont incomplètement connus.
Est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait d'avoir des capteurs pour ces coureurs, ça peut modifier leur comportement? Alors pendant la course, on est quand même assez peu, alors bien sûr pas du tout invasif et puis assez léger. De fait, on cherche vraiment à ne pas perturber le coureur dans sa course. Par contre, à l'arrivée et au départ et pendant la récupération, là on a des évaluations très très complètes qui nous permettent vraiment d'avoir une image de la fatigue et de la récupération induite par ce genre d'épreuve. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On suivra bien sûr les résultats de votre étude. Merci aussi à Vincent Templard. Merci Marie-Caroline. On se retrouve très vite pour un prochain check-up. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.